Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Vous êtes les bienvenus sur la chaîne Sam Agriculteur Indépendant et Sam c'est moi. Alors dans cette vidéo, j'aimerais répondre, bien sûr partiellement, à la question de est-ce que si je prends soin de mon sol, je suis récompensé? Ou à l'inverse, est-ce que si je ne prends pas soin de mon sol, ou en tout cas s'il est dégradé, est-ce que pour autant je vais être pénalisé? Alors si ça vous intéresse, on est parti. Alors bien entendu, cette vidéo n'a pas vocation à répondre à ces deux questions en moins de 10 minutes, mais comme toujours sur cette chaîne, j'aimerais me servir d'un exemple concret, d'image. Je me dis toujours que les constats, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors nous sommes revenus dans une parcelle où nous avons fait une vidéo que je vais vous mettre en extrait juste après, où nous étions dans cette parcelle-là de colza qui venait d'être semée. Nous étions sous une pluie battante, la structure était extrêmement dégradée, complètement battue, refermée. Les particules d'argile étaient parties, il ne restait que les limons, le sol était complètement refermé. Alors je vous mets cet extrait tout de suite. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé ce qu'était l'acidité de surface. La première des choses, c'est que l'acidité de surface, c'est toujours lié à un manque d'oxygène. Ça, c'est le premier point qui est incontournable. Évidemment, dans ce cas-là, c'est en surface qu'il y a un manque d'oxygène, mais on peut avoir en profondeur d'un sol aussi de l'acidité et qui est souvent lié aussi à un manque d'oxygène. On en a déjà parlé dans quelques vidéos, on y reviendra dans cette rubrique certainement. Donc l'acidité de surface est souvent combinée à une dégradation de la surface du sol. En général, c'est la perte des bonnes argiles, comme dans les images que vous avez vues en introduction. Là, on est sur un semis d'un agriculteur sur labour, qui dans un sol fragile avec un taux d'argile aux environs de 20 à 25% maximum, a fait beaucoup de terre fine. Il y a eu un orage au total en 2 fois de 14 mm. Et finalement, ça a eu une incidence sur un phénomène de battance, dont on a déjà parlé, on pourra y revenir. Mais en fait, on a perdu les particules les plus fines du sol, qui fait ce côté brillant. En séchant, on va voir qu'apparaissent ici les limons. Les argiles sont donc parties et il n'y a plus de possibilité au sol de se regonfler légèrement entre l'assèchement, se rétracter par l'assèchement et se regonfler par la pluviométrie. Et du coup, à part quelques fissures qui vont apparaître, on a en tout cas une partie des conditions pour aller vers l'acidité de surface. Alors je profite de l'averse qui est en train de se dérouler pour vous montrer que le principal problème de cette parcelle, ça a été l'excès de terre fine, le réappui en conditions un peu trop humides, l'absence de protection qui conduit forcément à l'exposition de tous les éléments du sol aux intempéries. Et sans protection, on a les éléments les plus fins qui vont s'en aller du sol. Et donc, les argiles notamment. Et donc forcément, le sol ne peut plus respirer. Et c'est ce manque d'oxygène qui va entraîner une fragilisation. Et le problème, c'est que c'est un cercle vicieux à partir du moment où ce phénomène est mis en place. Alors on est de retour dans la parcelle, donc qui était un colza, si vous vous rappelez, qui venait d'être semé. Vous avez pu voir l'état de la structure et vous voyez aujourd'hui ce colza magnifique qui ne souffre pas du tout de la sécheresse comme c'est le cas sur beaucoup de colzas de notre secteur, qui est un colza qui était derrière poids protéagineux, donc il y a aussi beaucoup moins de besoin en azote pour la décomposition des pailles et finalement le colza est parfaitement nourri, donc c'est un bon précédent pour le coup. Et puis, il y a certainement un fond de sol ici, argilo-limoneux, plutôt bon, plutôt positif. Et donc, finalement, c'est un peu la conclusion de cette vidéo, courte, c'est de dire que lorsque l'on regarde la culture, on se dit, il n'y a pas eu de problème. Le sol, tu me dis que mon sol, il est abîmé, mais regarde mon colza. Et ce constat-là, je sais que si vous êtes observateur, on peut le voir régulièrement.
On peut très bien se battre des années à avoir des sols vivants biologiquement et ne pas faire la meilleure récolte du quartier. Pour d'autres raisons, parfois parce qu'un sol vivant va aussi un petit peu en garder pour lui. C'est un peu comme ça qu'il faut le voir de manière assez simplifiée. C'est qu'un sol vivant qui reconstitue son capital garde un petit peu d'énergie pour lui, donc en distribue un petit peu moins aux plantes, ou en tout cas on va moins chercher à ce qu'il en distribue par un travail du sol excessif, etc. Ce qu'on peut appeler vulgairement la minéralisation, mais c'est qu'une petite partie de la chose. Et évidemment, d'avoir un sol qui se reconstitue vivant, etc. comme ça, c'est parfois, je dis bien parfois, un petit peu moins bien, ou pareil en tout cas pour les cultures. Il n'y a pas la récompense supplémentaire. Et l'objet de ces constats réguliers que l'on fera tout au long de l'année, et que l'on fait déjà depuis 2 ans, c'est de montrer ce genre de paradoxe. Et qui conduit à la mentalité collective, qui est de dire oui, oui, tu me dis que mon sol il a si, mais moi j'ai fait 10 tonnes en blé l'année dernière, donc c'est que ça va pas si mal que ça. Et puis voilà, et on est reparti comme en 14. Donc là par exemple, on a beaucoup de semis qui pourront conduire à ce que ce sol avait vécu avant ce colza, c'est-à-dire d'être fortement dégradé par des éventuelles pluviométries hivernales, par voilà, un climat froid humide, des alimentations qui pourraient être un petit peu endommagées. Mais bon, on peut aussi mettre un petit peu ce qu'il faut pour que ça pousse. Enfin voilà, on rentre dans un schéma du sol support. Donc là, bon, le monsieur a eu de la chance que ce soit bien installé. La structure, c'est pas forcément dégradé tant que ça derrière, ça s'est refait un petit peu. Donc il a finalement une population de faune pas complètement nulle, où voilà, il n'y a pas rien, donc c'est positif, c'est-à-dire que ce sol se refait tout doucement par la présence de ces ouvriers. Donc ça aussi, finalement, d'avoir un sol vivant permet ça, parce que ce type de choses, de battance comme ça derrière un semis, ça peut arriver à n'importe qui. Ça va peut-être même arriver à beaucoup d'entre nous derrière les travaux de cette année, je pense, dans beaucoup de régions de France au regard de vos retours, qui sont un peu des structures qu'on sent un petit peu trop fragilisées, on est d'accord. Sans le vouloir, on a un petit peu ouvert le sol, la boîte de Pandore. On a fait minéraliser à outrance. Voilà, on va voir les effets des désherbants derrière, etc. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut être prudent par rapport aux pluviométries. Mais on peut avoir une dégradation de la structure. Mais c'est toujours pareil. Si on a des ouvriers dans le sol, et c'est là le côté positif du sol vivant, eh bien, ils peuvent réparer les choses. C'est la même chose derrière les compactions. C'est la même chose derrière le passage d'un outil à disque en ce moment. Si on a une architecture verticale, on n'a aucune inquiétude à avoir une légère horizontalité de ce travail, parce qu'on sait que nos copains, ils vont nous refaire ça les doigts dans le nez ou dans les yeux. Donc voilà, donc l'idée de montrer ça, c'était de dire, on a l'exemple, encore une fois, et qui fait sans doute qu'on n'avance pas aussi vite qu'on devrait sur la prise de conscience de la dégradation globale des sols, tous autant que l'on est. On fait que de le ralentir, parfois de l'améliorer dans le meilleur des cas, mais les climats de ces 5-6 dernières années ne nous facilitent pas la tâche, il faut le reconnaître. Les difficultés que chacun rencontre, soit de désherbage, soit de ravageurs, soit de ceci, de cela, font que parfois le passage d'outils peut être vite enlevé. Par exemple, par ici, les gens enlèvent les pierres parfois. Un chantier derrière un ramassage de pierres, le sol il est extrêmement dégradé, et parfois pendant 2-3 années derrière. Donc c'est des conséquences qui sont liées aussi au travail qu'il faut faire. On est bien d'accord. Donc voilà. Donc je pense que cette illustration par rapport à l'extrait de la vidéo où on se dit « oh bah là c'est mort, il ne se passera rien », même moi j'étais bien inquiet sur la levée de ce colza, et vous voyez, par un sous-sol sans doute dynamique, par de l'azote présent, puisqu'on est derrière des poids protéagineux, qui avaient déjà été endommagés par la battance du printemps. On avait pris 100 mm, si vous vous rappelez, derrière des semis sur le mois d'avril ou je ne sais plus. Et ça avait fait mal, même au tournesol. Donc voilà, donc on peut avoir un sol fortement dégradé et avoir des beaux colzas. Alors on n'est pas encore au bout, mais il faudrait faire un petit profil et voir si l'enracinement a été gêné, etc. Mais comme je vois que le dessus est en train de se réoxygéner, on voit des petits trous. Alors c'est pas la folie, vous voyez. Mais c'est pas aussi battant que ça l'était. On a justement, et c'est plus de la faune épigée d'ailleurs, parce qu'on le voit à la grosseur des turicules, que voilà, c'est des petits vers de surface, mais c'est déjà positif. Voilà. Alors, sur ces belles paroles et sur ces belles images, qui nous réconfortent par rapport à celles sous la pluie, je pense que vous êtes d'accord, eh bien, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager si elle vous a intéressé, et puis de continuer à croire dans les sols vivants, puisque ça reste pour moi notre seule alternative pour continuer d'être agriculteur dans les siècles à venir, car à la vitesse où nos sols se dégradent de manière mondiale, à la fois liée à nos pratiques, mais aussi au climat, à nos assolements, à un tas de contraintes,
au fait que l'on ne s'arrête pas aussi par rapport aux machines, il n'y a pas de limite, hein. Des ensileuses à 20 rangs, des arracheuses de pommes de terre à 70 tonnes, des débardeuses à betteraves à 50, enfin bref, des choses qu'un sol ne peut pas encaisser de manière naturelle, il faut qu'on en soit conscient. Donc si déjà, en constatant, on prend cette conscience-là, après le résultat pondéré au bout n'a souvent rien à voir puisqu'on est capable de cultiver des tomates sans sol, donc voilà, hein, pourquoi pas. Alors j'espère que ça vous a intéressé les amis, je vous dis à bientôt et surtout pensez à vous abonner.